Mais une étude est en train d'être menée. Nous sommes en train de réaliser une étude encore une fois avec l'UNICEF pour voir comment nous pouvons assurer la gratuité dans la ville de Kinshasa. Mais je voudrais, si vous pouvez, par rapport à la gratuité, expliquer un peu aux parents ou expliquer à la population la gratuité, c'est quoi? Merci beaucoup, madame, pour cette demande de précision. Nous pouvons toujours répéter parce qu'on l'a dit plusieurs fois. La gratuité, pour nous, en République démocratique du Congo, c'est le fait que les enfants aillent à l'école sans payer les frais scolaires. Voilà. Mais l'enfant, les parents doivent prendre en charge tout ce qui concerne les fournitures scolaires, la santé, les transports de l'enfant. Ça, c'est à charge des parents. Mais quand il arrive à l'école, l'enfant ne paye, les parents ne payent pas des frais. Parce que nous avons constaté, peut-être que l'étude ne l'a pas révélé, 60% de ces enfants qui ne vont pas à l'école le sont parce que pour le problème des frais scolaires. Oui. Alors, donc, si nous enlevons déjà les frais scolaires, nous allons permettre à 60% d'enfants qui ne vont pas à l'école d'aller à l'école aussi. Merci. De trouver le chemin de l'école. Merci. Madame Sylvie. Je vais retenir aussi en particulier Merveille qui a demandé un peu qu'est-ce qu'on va faire de différent pour la rentrée de 2013-2014. Et effectivement, au niveau, donc vous vous souvenez, je voulais aussi vous rappeler peut-être le logo de la campagne. Et je crois que c'est important, c'est à la fois, donc vous allez voir, il y a un enfant, un garçon, une fille et aussi un enfant, disons, vivant avec un handicap. Et je pense que le message, au-delà de l'argent et au-delà, je dirais, des moyens, je pense que c'est aussi la tolérance, l'équité. Et donc le message de cette campagne, c'est aussi de la sensibilisation, de l'acceptation de la différence et de facilité. Et donc je suis ravie que vous avez aussi invité 2 amis avec vous. Et donc ça, c'est aussi une grande campagne de sensibilisation qui a commencé hier et dont d'ailleurs les médias ont participé. Donc ça, c'est important, c'est une éducation inclusive, mais aussi une éducation massive. C'est les 2 messages vraiment très importants. Pour la partie, disons, de motiver l'inscription des 6 à 7 ans, nous allons participer avec les écoles à l'achat de matériel. Donc nous avons déboursé plus de 5 millions de dollars pour ces 2 millions d'enfants dont nous avons parlé. Le défi, évidemment, c'est d'aller les chercher dans tous les 4 coins de la RDC et donc de compter aussi sur la mobilisation, les médias pour rappeler ce message, parce que ce ne sera pas très facile vu l'étendue du pays. Ouais. Et la troisième, peut-être, c'est nous participons également à la construction des écoles pour amener un peu plus vers la distance dont vous avez parlé. Mais je crois qu'il faut aussi aujourd'hui, on rentre dans le 21e siècle, ce n'est pas nécessairement la distance, nous allons travailler aussi pour amener l'école au foyer. Et donc il y a des moyens technologiques, il y a aussi différentes façons de travailler pour que la connaissance vienne aussi auprès des enfants et des ménages. Ah. Voilà. Merci. Il y avait une autre question pour... Oui, il y a monsieur... Non, oui, monsieur Telesfort. Oui, la question m'a été posée par mon fils. Oui, je voulais le faire remarquer. Oui, il est en forêt. Oui. Quelles sont les difficultés que j'ai pour placer les enfants à l'école? Les difficultés des parents sont les mêmes. C'est le moyen. Le ministre a dit que ici, le gouvernement a sa part. Les parents ont leur part. Les parents, nous devons tout faire pour que les enfants aillent à l'école. Mais pour que nos enfants aillent à l'école, nous devons préparer cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire doit se préparer avec le moyen. Le moyen, c'est le salaire. Il faut qu'on se le dise. Quand on n'a pas un salaire de 100, il est difficile d'envoyer 2-3 enfants à l'école. Parce qu'il faut, même si, j'ai entendu M. le ministre qui dit, même si on enlève les frais scolaires dans la gratuité, mais ce qui reste pour les parents, payer l'uniforme, payer les objets classiques, assurer les transports journaliers de l'enfant, assurer sa casse-croûte chaque jour à l'école, ça fait un budget. Lourd. Et ce budget-là, très lourd. Rassurez-vous qu'un parent, fonctionnaire comme je suis ici, pose problème. Ce budget pose problème. Pour qu'il ne pose pas problème, c'est pourquoi je recours à l'autorité. Le parent doit recourir à l'autorité. L'autorité, c'est le gouvernement. Que le gouvernement mette de moyens aux parents travailleurs. Les parents, nous savons, c'est notre responsabilité. Les enfants, nous ne devons pas les laisser. Nous devons les faire étudier
mais que nous ayons des moyens qui puissent nous permettre de les envoyer à l'école. Si je n'ai pas l'argent pour payer un livre aujourd'hui, si je n'ai pas l'argent pour payer le transport au premier jour de la rentrée, il n'ira pas à l'école. Il est là, il n'a pas d'uniforme. Il ne sait pas comment il va commencer. Mais en tant que parent, travailleur, fonctionnaire, j'espère que d'un moment à l'autre, je peux trouver quelque chose. Et au cas contraire, nous devenons des parents mendiants. Et c'est très grave en ce moment-là. Parents mendiants, c'est-à-dire que je dois chercher qui est cette tante, qui est ce cousin, qui a un peu plus de moyens, qui puisse m'aider à trouver l'uniforme pour l'enfant, à trouver les livres pour l'enfant, à trouver les frais scolaires pour l'enfant. Merci. Là, ce sont là les premières questions qui ont été posées à nos invités et les préoccupations des enfants ne s'arrêtent pas là. Il y a encore d'autres questions. Et vous dites? Oui, nous passons au deuxième groupe. Il y a Carmel, Victoire et puis Emmanuel. Raïssa. Nous savons tous que la majorité des enfants non inscrits sont des enfants vivant dans les milieux ruraux, des enfants mineurs plutôt, et aussi des enfants soldats. Maintenant, quelles sont les résolutions prises par le ministère de l'EPSP pour faciliter l'inscription à cette catégorie d'enfants? Ma deuxième question est celle-ci. Vous faites une campagne pour qu'il y ait plus en plus d'enfants qui vont à l'école, mais en même temps, vous n'assurez pas la bonne qualité de l'enseignement fourni. Nous l'avons même constaté avec l'examen d'État. Seulement 52% des élèves ont réussi. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en dites. Merci. Bonjour, je réponds au nom de Victoire Makengeli, l'enfant reporter. Ma question s'adresse au ministre de l'SSP. Je voudrais savoir qu'est-ce que l'État congolais fait des enfants de la rue. Parce qu'il y a des enfants qui sont à la rue, d'autres qui ont étudié seulement uniquement la maternelle, ils se sont limités là, et d'autres qui n'ont jamais fréquenté l'école. Or, selon le budget millénaire, tous les enfants devraient fréquenter l'école d'ici 2015. Mais on constate qu'il y a encore de cela 13 millions et 84% des enfants qui ne sont pas encore inscrits à l'école. Et ma deuxième question, je voudrais savoir qu'est-ce que l'État congolais fait pour les enfants qui vivent avec le handicap. Parce qu'il y a peu des écoles qui ont les normes qu'il faut pour leur scolarisation. Voilà, Raïssa. Bonjour, moi c'est Raïssa Kompene. Ma question s'adresse à son Excellence ministre de l'SPSP. Nous avons constitué qu'en RDC, la plupart des fumeurs n'étudient pas. Quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place pour qu'elles retrouvent les chemins de l'école? Merci, c'est le deuxième groupe. Et à vous la parole. Et encore une fois, merci beaucoup. Excusez-moi de revenir toujours sur le parent avant de continuer. Non, je trouve carrément que non, il ne faut pas que... c'est une émission qui est là pour la sensibilisation. Il faut permettre aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas ne pas envoyer son enfant à l'école juste pour le problème des frais. Nous constatons que même dans certains milieux où la gratuité est effective, parfois il y a certains parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Je crois qu'en tant que parents, le message qui doit être transmis, c'est de sensibiliser tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école, plutôt que s'acharner sur un problème qui concerne le gouvernement fait beaucoup, parce qu'aujourd'hui, dans la construction d'écoles, nous avons par exemple, je vais vous donner un exemple, nous avons au niveau de chaque école institué un comité de gestion où certains parents vont pour suivre la scolarisation de leurs enfants, leurs propres enfants. Mais nous constatons que certains parents ne savent même pas où étudient leurs enfants. Ce sont des choses comme ça, c'est pourquoi nous insistons que les parents prennent aussi leurs responsabilités. En tant que géniteurs, c'est vrai qu'il y a des difficultés financières, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas le seul handicap qui peut empêcher les parents d'amener leurs enfants à l'école. Notre ami Carmel a raison. Nous devons aller non seulement emmener beaucoup plus d'enfants à l'école, mais il faut que la qualité suive. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit que nous faisons tout d'abord pour que nous nous occupions de l'enseignant. L'enseignant, c'est l'élément moteur.
Nous devons tout faire pour qu'il ait son salaire à temps et qu'il l'ait régulièrement. Et nous avons mis en place, par exemple, la mutuelle de santé pour qu'il n'ait pas d'autres problèmes à part donner cours aux enfants, qu'il ait le matériel didactique et qu'il ait la formation voulue. Et pour qu'il ait la formation voulue, nous mettons en place donc un système où nous devons avoir un peu partout à travers toutes les provinces le centre de formation pour les former, pour qu'ils puissent vous donner ils puissent vous donner la formation voulue. Et aux enfants, aux élèves, nous faisons tout pour que ces enfants puissent avoir des manuels scolaires, des fournitures scolaires pour leur permettre aussi d'étudier, et ça nous permettra alors d'améliorer la qualité de notre enseignement. Victoire pose la question sur les enfants vivant dans la rue. Bon, 13 millions, je réponds. Les 13 millions, c'est l'ensemble de tous les enfants. Ce n'est pas 13 millions qui sont en dehors de l'école, non. 13 millions, dans les 13 millions, nous avons plus ou moins 11 qui sont à l'école. Nous parlons de 2 millions qui sont en dehors de l'école que nous devons aller chercher. Voilà. Donc, les enfants dans la rue, nous faisons tout pour que il y ait un mécanisme que le gouvernement est en train de mettre en place, parfois avec certaines ONG, pour reprendre ces enfants. Et nous avons des centres de regroupement. Il y a beaucoup d'enfants de la rue qui présentent, par exemple, le TENAFEP, quel que soit son âge. Hein, une fois qu'il est dans un centre de formation, des centres de formation qui sont gérés par le ministère des Affaires sociales, hein, on fait toujours, à un certain moment, nous nous retrouvons pour que nous arrivions à récupérer ces enfants. Et il y en a beaucoup qui, au niveau secondaire, sans problème. Les enfants vivant handicap, nous faisons tout, nous prenons des mesures pour que nous arrivions à récupérer, qu'il n'y ait pas de discrimination pour les enfants. Il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient, les enfants qu'on appelle généralement SS, qui nous posent beaucoup de problèmes aussi dans les écoles. Oui. Beaucoup de problèmes. Nous avons pris une décision, nous avons pris une mesure que nous vulgarisons. Quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour gérer ces enfants? Dernièrement, dans la construction des écoles, nous avons ajouté la norme pour que les enfants qui vivent avec handicap, celui qui a par exemple comment vous appelez ça? Un fauteuil roulant, oui, qui puisse aussi entrer dans la salle de classe sans problème. Et les nouvelles salles de classe que nous construisons, nous veillons pour que, en tout cas, qu'il y ait des rampes pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Donc il y a un certain nombre de décisions que nous prenons pour que l'éducation soit vraiment inclusive. Il n'y a pas que cela. Parfois, nos frères pygmées subissent aussi une discrimination de notre part. Ouais. Nous, en tant que Bantous, parfois, nous agissons mal contre nos frères pygmées. Donc, nous faisons tout pour que nous allions aussi vers ces enfants pygmées qui vivent parfois dans la forêt, en aménageant même les calendriers en leur faveur. En ce qui concerne la question de notre ami Raïssa sur les filles mères, en tout cas, nous avons pris la décision. À un certain moment, on disait une fois que vous avez une fille qui est grosse, ça devient tout un problème dans la société. Maintenant, nous avons pris la décision qu'on puisse garder cet enfant. Et même si elle est fille mère, elle doit continuer ses études sans problème. Et là, notre collègue ministre du genre veille sur ça et ne cesse de nous talonner pour ça. Donc nous faisons tout pour que cette décision soit exécutée dans toutes nos écoles. Merci. Je voulais rebondir peut-être sur deux points. C'était sur la question de Carmel vis-à-vis des enfants avec un peu particulier, soit les enfants travailleurs, soit les enfants soldats. C'est effectivement important et c'est une des raisons pourquoi, par exemple au Katanga, mais que ce soit une province assez riche, en fait le nombre d'enfants qui va à l'école n'est pas élevé. Et donc je crois que c'est important de sensibiliser et le partenaire privé-public parce que c'est souvent aussi avec les compagnies minières notamment. Et donc il y a un travail de sensibilisation avec le partenariat privé-public qui est aussi un peu quelque chose qu'on stimule et qu'on booste au niveau de la RDC. Ça s'est fait dans d'autres pays et donc on incite à la responsabilité sociale de ces compagnies de ne pas de respecter d'abord l'utilisation, la protection des droits de l'enfant, mais aussi de favoriser au niveau des communautés la construction et l'accès à l'école. Donc je crois que c'est un point important qui explique une des parties des défis du Katanga et d'autres parties où il y a notamment autour des mines. Pour les enfants soldats,
c'est un grand défi. Évidemment, la démobilisation ne suffit pas, c'est-à-dire même quand on a démobilisé les enfants, il y a un certain stigme qui peut être là. Et donc, il y a en général sur les enfants de moins de 15 ans la possibilité de réinsérer dans l'éducation, mais souvent au-delà de 15 ans, parce que parfois les gens ont traversé beaucoup d'années associés au groupe aux forces armées, c'est souvent de travailler sur un travail et donc de s'orienter vers un métier. Mais effectivement, c'est aussi un des indicateurs pourquoi il n'y a pas 100% d'enfants à l'école en RDC. Et peut-être à la question de Raissa sur la notion des filles, je crois qu'on peut... L'observation qu'on a, c'est que sur les 3 enfants sur 4 qui rentrent, l'équilibre des filles est là. C'est l'achèvement, le taux d'achèvement. Donc une des raisons, vous avez dit, c'est parfois le fait d'attendre un enfant, mais aussi une pratique du mariage précoce. Et donc je pense, en tant que maman, en tant que aussi, j'ai aussi une fille de 16 ans, c'est quelque chose qu'il faut sensibiliser, l'importance de la pratique du mariage précoce, qui est un des facteurs où on peut, encore une fois, avec un plaidoyer dans notre société et ici au Congo, favoriser justement le fait que ces enfants doivent pouvoir permettre de finir leur cycle avant d'être proposés pour mariage. Voilà. Merci. Voilà, nous atterrissons, c'est le dernier groupe. Alors là, nous avons Merveille, Gaëlle, Eunice et Emmanuel. Commençons par Joël. Moi, c'est Joël Kibouchi, je suis enfant reporter. Ma première question s'adresse au gouvernement. Bon. Dans plusieurs écoles, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de tableaux, pas de matériel didactique et certaines d'entre elles ont des toilettes malpropres. Par rapport à cela, j'aimerais savoir si le gouvernement procède déjà à une vérification dans ces écoles afin de pouvoir apporter ce qui manque pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions pendant cette année scolaire. Et la deuxième est celle-ci. Les enfants handicapés ne peuvent pas aller à l'école parce que leurs parents peut-être sont pauvres et n'ont pas des moyens pour les mettre dans des centres parce que la prise en charge est coûteuse. Parlant des enfants handicapés, je parle de ceux qui sont aveugles, qui sont sourds, qui marchent avec béquilles ou qui sont sur un fauteuil roulant. Et si on voit du point de vue de centre, il n'y en a pas assez. Et tout cela parce qu'il n'y a pas des écoles appropriées pour eux. Et pour les enfants aussi, dont les écoles sont dans des grandes distances, ils abandonnent l'école parce qu'il n'y a pas d'école tout près de leur maison. Alors, que faites-vous pour que ces enfants puissent aller à l'école? Merci. Bonjour, je réponds au nom de Gaëlle Kayoa. Ma question s'adresse à la représentante de l'UNICEF. Quel est l'apport de l'UNICEF pour venir en aide aux enfants albinos ou ceux vivant avec handicap pour leur scolarisation? Merci. Eunice. Bonjour, je m'appelle Eunice. Mes 2 questions vont s'adresser au ministre de l'EPSP. La première est celle-ci. 84% des enfants en RDC n'ont jamais fréquenté l'école, dont 16% ont abandonné l'école en chemin. L'une des causes liées au gouvernement est la faible part allouée à l'éducation. Le 18 juin 2013, à la manifestation de la journée de l'enfant africain, un discours a été lu où nous avions demandé à ce que le budget alloué à l'éducation puisse augmenter de 30%. À quand pouvons-nous estimer la réalisation de notre requête afin que ce taux de 84% des enfants qui n'ont jamais fréquenté l'école en RDC puisse être réduit? Et la deuxième est celle-ci. Vous organisez une campagne pour l'inscription scolaire. Bon, beaucoup de parents se diraient, pourquoi envoyer mon enfant à l'école? Moi, je veux qu'il devienne agriculteur. Donc, il n'a qu'à me suivre, lui, il va devenir agriculteur. Donc, que dites-vous aux parents pour les motiver à inscrire leurs enfants, filles comme garçons, à aller à l'école? Bonjour, je réponds au nom d'Emmanuel Kachala. Ma première question s'adresse au ministre et au regard de l'article 28 de la Convention relative aux droits des enfants qui stipule que l'enfant a les droits à l'éducation et l'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Et par cette obligation qu'a l'État, nous voulons savoir pour un enfant albinos ayant un problème de pigmentation et de vision, et qu'en pense l'État pour la protection de sa peau et pour sa visibilité, car
l'obligation qu'a l'État pour un enfant albinos ne s'arrête pas seulement aux frais, mais aussi à la prise en charge de sa peau, car plusieurs parents n'ont pas le moyen de protéger leurs enfants. Et ma deuxième s'adresse à l'UNICEF et selon l'objectif du millénaire pour le développement, que prévoit l'UNICEF de sa part pour les enfants qui sont dans la rue et qui manquent le moyen d'être inscrits à l'école. C'est ça. En fait. Merci. Voilà les derniers groupes et les dernières questions. Et là, je vois c'est plus Son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est visé. Hein. Oui, parce que... Parce que quand on parle de l'école de l'éducation, on voit directement l'UPSP. Okay. Il y a quelques questions aussi qui vont à l'UNICEF. Merci beaucoup. C'est Joël, hein? Oui, qui a posé des questions sur les bancs, pupitres, les toilettes, qui sont de mauvaise qualité. Si on doit vérifier, c'est vrai, nous devons vérifier et nous le faisons. Mais comme je viens de le dire, nous avons maintenant au niveau de chaque école institué des comités de gestion. Les comités de gestion est présidé bien sûr par le chef d'établissement, mais il y a 3 membres du comité des parents qui font partie du comité de gestion, et nous avons même demandé qu'il y ait aussi les comités des élèves, un représentant du comité des élèves dans la gestion de l'école. Donc, à ce niveau-là déjà, on peut, je crois, vérifier quand même si les toilettes ne sont pas bien tenues. Il ne faut pas nécessairement attendre que le gouvernement vienne vérifier si les latrines que vous utilisez ne sont pas en bon état. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en ait? Donc, les responsabilités sont aussi au niveau, à votre niveau, parce que nous avons demandé qu'au niveau de chaque école, qu'il y ait un comité des élèves. Voilà, aujourd'hui, vous êtes en train de nous poser des questions. Nous avons pris ça pour que vous commenciez aussi à vous imprégner et qu'on voit comment vous pouvez aussi prendre certaines initiatives. Et c'est intéressant au niveau du comité de gestion que vous arriviez à veiller sur ça. Maintenant, pour la première fois, hein, depuis 1950, c'est la première fois que le gouvernement ici met à notre disposition 100 milliards de francs congolais, juste pour construire les écoles. Et nous les construisons en respectant toutes les normes. Et nous espérons que chaque année, si on continue comme ça, 1000 écoles, 2000 écoles, chaque année, je crois que ça va nous permettre d'avoir quand même d'améliorer sensiblement les conditions d'études de nos enfants que vous êtes. En ce qui concerne votre deuxième question, bon, nous veillons pour qu'on ait une éducation inclusive. Il faut éviter vraiment la stigmatisation. Ces enfants qui doivent rester parce qu'ils sont aveugles, ces enfants, c'est parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Nous voulons qu'ils étudient avec les autres. Et c'est bon qu'ils se retrouvent aussi avec les autres. C'est vrai que tout ça nécessite beaucoup de moyens, donc nous y allons petit à petit. C'est comme ça que nous pensons résoudre ces problèmes. Gaël, je crois, poser la question à Sylvie, à Madame Sylvie. Oui. Mais oui. Je pensais que vous aviez fini. Non, il me reste 2 petites questions, je vais aller un peu plus vite. Je reviens, cette question revient tout le temps. Les 84%, c'est sur les 2 millions d'enfants qui sont en dehors de l'école. Ce n'est pas sur les 13. Donc, il n'y a pas 84% d'enfants qui ne vont pas à l'école. Dans les 2 millions, il y a au moins 84% qui ne vont pas à l'école à cause de ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, le budget de l'éducation est à 13,8%. Le gouvernement est en train de tout faire pour accroître ses budgets. Mais n'oublions pas qu'il était à 1%. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents, il faut dire bravo aux parents, parce que les parents congolais ont réussi à maintenir le système éducatif congolais. Ils ont directement pris en charge, maintenant, dans les années 90, quand le gouvernement a démissionné de l'éducation. Aujourd'hui, en tout cas, notre objectif, c'est aller au-delà, approcher vraiment la moyenne africaine et même aller au-delà. Nous espérons que nous pouvons aller nous approcher de vos 30%. Quand, en tout cas, c'est le travail de tous les Congolais qui va faire que nous puissions réunir ces différents moyens. Pour la question de la gratuité, je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a pour Emmanuel, c'est Emmanuel qui a
poser une question sur les enfants albinos. Oui, la prise en charge. La prise en charge de ces Pour la enfants vue, albinos, pour la visibilité. Oui, pour bon, aussi- nous notons, c'est une préoccupation et nous allons voir comment nous pouvons répondre à cette préoccupation. Oui, mais aussi à une question de Nice, là, je voudrais insister un peu. Vous êtes en campagne, il y a une campagne qui s'est faite, que les enfants doivent aller à l'école. Est-ce qu'on peut savoir les mots que vous avez dans la campagne qui puissent convaincre ceux-là qui ne veulent pas envoyer les enfants à l'école ou convaincre les enfants qui sont dans la rue pour qu'ils puissent... Quels sont les mots que vous avez mis en bouche dans les personnes qui parlent pour convaincre? Oui, je crois que vous l'avez dit, d'abord l'éducation c'est un droit de chaque enfant. Vous ne pouvez pas mettre au monde un enfant et vous ne vous occupez pas de sa formation. Et cette fois-ci, je crois que nous mettons l'accent sur le fait que l'éducation, on a constaté que quand on investit dans l'éducation, d'une manière collective, en tant que gouvernement ou en tant qu'individu, en tout cas, on s'approche quand même du développement. C'est un acte vers le développement. Voilà ce que nous essayons d'insister auprès dans la campagne ici de sensibilisation. Le mot-clé, je crois que nous allons voir avec Mme Sylvie qui peut revenir là-dessus. Oui, d'ailleurs, nous disons aux téléspectateurs que cette campagne a commencé hier et il va jusqu'à la fin du mois d'août. Oui, Madame Sylvie, qu'est-ce que vous dites sur les questions qui vous ont été posées? Oui, je vais peut-être reprendre sur Gaëlle la question des apports particuliers au niveau des enfants albinos. Alors, je voudrais simplement peut-être prendre 2 points de réponse. Le premier, c'est qu'il faut qu'on travaille, vous avez mentionné, sur la vulnérabilité. Et donc, il y a une série d'engagements, soit avec les associations de femmes avec lesquelles nous travaillons, mais aussi avec certains établissements pour les aider à avancer dans certains frais. Mais je crois que c'est surtout ne pas stigmatiser, mais toute la notion de vulnérabilité, c'est-à-dire pour quelque raison que ce soit, il y a des défis d'amener ses enfants à l'école, alors il faut travailler sur ça. Et donc c'est là, je dirais qu'il y a une partie qui n'est pas forcément ciblée pour les albinos, mais qui est ciblée pour que les associations de femmes ou les